Alors, on est aujourd'hui en compagnie de Marie-Pierre Savard pour discuter de son aventure à vélo de l'été 2020 sur l'itinéraire de la Québec Bikepacking Traverse. Marie-Pierre, bonjour, bienvenue à Radio Bidon. Salut, merci de l'invitation, ça me fait plaisir d'être là. J'aimerais ça, dans un premier temps, là, que tu nous parles un petit peu de ton pedigree de cycliste, d'aventurière et d'aventurière à vélo. D'abord, un peu nous brosser le portrait de ta vie de cycliste, puis après ça, comment t'en es venu à faire du vélo d'aventure et puis nous parler là, des expéditions que tu as réalisées là, dans les dernières années parce que celle dont on va parler aujourd'hui n'est pas la seule. Je sais que tu as fait quelques autres longues randonnées. Alors, on va entendre parler de ça, s'il te plaît. Ben oui, dans le fond, moi, en préparant cette entrevue-là, je me suis un peu remise en question. J'ai regardé mon passé de voyageuse à vélo, puis je me suis rendu compte que, en fait, cette année, ça va faire 10 ans euh, que que j'ai découvert vraiment le vélo puis les voyages à vélo. C'est sûr que pendant toute ma jeunesse, j'utilisais le vélo comme un moyen de transport un peu banal. Je voyageais pas nécessairement à vélo. Puis c'est en 2011 que j'ai commencé les voyages à vélo. Puis dans le fond, ça découle du d'un de mes mentors qui s'appelle Lino Tremblay que j'avais rencontré dans l'Ouest canadien l'année précédente. Puis moi, j'étais là-bas, je travaillais, puis lui, il traversait le Canada à vélo. Puis c'est vraiment lui qui m'a mis la puce à l'oreille, je sais pas si je peux dire ça, là, mais qui m'a allumé sur le fait qu'on pouvait voyager à vélo, parce que j'ai toujours été une grande voyageuse sac à dos. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, je vais faire un voyage de vélo. Fait que pour être certaine si j'aime ça, pour un peu tester mes limites, je vais y aller vraiment au plus extrême comme premier voyage. Fait qu'en 2011, je suis partie pendant 4 mois en Asie centrale, donc au Kyrgyzstan, au Kazakhstan, puis en Ouzbékistan. Donc, j'étais seule là-bas, puis j'étais avec mon vélo de cyclotourisme, bien avant que le terme bikepacking soit tendance. Donc, je suis partie là-bas pendant 4 mois. C'était ma première expérience. Puis, bien que ça ait été vraiment très difficile sur plusieurs plans, vous imaginez, d'abord, je parlais pas la langue, puis tous les problèmes qu'on connaît quand on n'a pas d'expérience, tu sais. Puis ben après ça, quand je suis revenue, je me suis dit, bon, ben, c'était tellement extrême que je sais que j'ai passé au travers de tout ça. Je vais continuer. Puis ma passion. Tu t'es saucé dans le milieu. Tu t'es saucé dans le milieu du bikepacking de belle façon, on peut dire, là, avec un voyage de 4 mois, tu dis, en Asie. Tu as commencé ça, là, comme on dit, sur les chapeaux de roue. Là. Ben, ouais, vraiment sur les chapeaux de roue. Puis ben c'est ça, j'ai appris beaucoup de ce voyage-là. Puis après ça, depuis 10 ans finalement, ben j'essaie à chaque année de partir plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Entre-temps, je suis allée à Cuba pendant 5 semaines. Je suis allée 2 fois, 2 fois un mois au Mexique. Je suis allée faire du bikepacking, vraiment de mountain bike au Portugal, donc vraiment avec un vélo de montagne, mes sacoches et tout. Je suis allée à Terre-Neuve l'année dernière, il y a 2 ans. Je suis allée après ça beaucoup aux États-Unis, évidemment. Puis, ben c'est ça. Au fil de ces expériences-là, j'ai acquis beaucoup de passion, évidemment, parce que quand on commence les voyages à vélo, que ce soit voyage en cyclotourisme traditionnel ou dans la forêt, on se rend compte qu'on devient un peu dépendant de ça. C'est tellement une belle façon de voyager puis de découvrir le monde. Puis là, Donc, tu as beaucoup de millage à l'international, si je comprends bien, en vélo d'aventure, puis en expédition, somme toute assez élaboré. Maintenant, il y a un projet là, qui a attiré notre attention l'été dernier. Ça s'appelle la Traverse Québec Bikepacking. Québec Bikepacking Traverse, en fait, le site Internet. On va le relayer sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux pour ceux qui voudraient jeter un œil à ça. C'est ni plus ni moins qu'une traversée du Québec par les chemins de terre, par l'arrière-pays, par le bois, si on peut dire ainsi. Et puis, on a eu vent que tu l'avais complété l'été dernier. Tu avais fait la traversée au complet. Tu es parti de Gatineau jusqu'en Gaspésie. Corrige-moi si je me trompe. Puis parle-nous un petit peu de ce parcours-là. Comment tu as appris son existence. Comment tu es embarqué dans ce projet-là. Puis comment ce trip-là a démarré. Là. parfait. Ben dans le fond, d'abord et avant tout, c'est pour être très honnête, j'avais pas l'intention l'année dernière de traverser le Québec.
J'avais d'autres projets aux États-Unis, mais avec la pandémie qui est arrivée rapidement, je me suis trouvé un plan B. Je me suis dit c'est vraiment l'occasion de connaître mon Québec, tu sais. Donc, puis moi, évidemment, dès le départ, j'avais l'intention de tout traverser par les chemins de terre. Donc, j'ai commencé à faire quelques recherches. Je me suis dit, je vais créer mon propre itinéraire. Là, tu sais, ça devrait pas être si compliqué que ça. Puis après 20 kilomètres, j'étais plus capable. J'avais passé une semaine là-dessus. Donc, je me suis dit, non, il faut que je trouve vraiment des chemins, des trajets qui sont déjà établis. En faisant une recherche très, très banale, Québec, bikepacking, je suis tombée tout de suite sur le site le projet de Étienne Pérou, dans le fond, qui est le fondateur du, du Québec Bikepacking Traverse. Donc, puis là, rapidement, je me suis intéressée énormément au projet, surtout du fait que c'était un projet qui était encore embryonnaire. L'année dernière, il y avait peut-être je pense, 20-25% du trajet qui était confirmé et le reste était à faire. Donc ça, j'ai vraiment vu ça comme une mission. Moi, j'aime ça, avoir des projets, mais qui ont des buts un peu plus précis pour avoir un certain cadre. Puis, ce projet-là, ben, c'était vraiment une belle opportunité pour moi. Je me suis dit, je m'engage à aller valider le tracé. Puis après ça, ça permettra justement de le diffuser, puis que ce projet-là ait qui soit validé, qui soit vérifié, qui soit approuvé en quelque sorte. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Puis, je tiens à dire aussi que je n'ai pas fait la traversée au complet. En fait, le tracé exact part de Rouyn-Noranda pour se rendre jusqu'à Percé. Moi, j'ai vraiment skippé là, les 500-600 kilomètres de Rouyn-Noranda à Gatineau. La raison principale, c'était que j'étais pas capable de me trouver de transport en autobus pour me rendre à Rouyn-Noranda au début de la pandémie. Ben, même pendant la pandémie, là, il y a eu beaucoup de complications avec les transports en commun qui étaient cancellés. Fait que c'est pour ça que je me suis rendue à Gatineau en vélo carrément. Puis après ça, c'est là que j'ai commencé la traversée. Puis aussi, à quelques occasions durant le parcours de 5 semaines, j'ai bifurqué. J'ai soit pris d'autres petits chemins ou à certains endroits des raccourcis pour diverses raisons. Mais je dirais que je l'ai complété. Tu sais, j'ai roulé 2400 kilomètres là, au total sur les 3000 du parcours. Quand même, c'est très impressionnant. Puis on l'a dit, c'est un parcours là, qui serpente dans l'arrière-pays quand même pas mal. C'est quoi le pourcentage de chemins forestiers, de routes, de trails? Tu rencontres des villages à quelle fréquence sur cet itinéraire-là? Donne-nous une petite idée là, de l'ampleur du défi. Ben, l'ampleur du défi, c'est vraiment, c'est très très sauvage, hein, quand même. Là, faut garder en tête que c'est pas, tu sais, on n'a pas deux trois épiceries à tous les jours. Là, c'est quand même, on est vraiment assez reculé. Puis aussi, une autre chose que je n'avais pas tant que ça réalisé avant de faire mes recherches, c'est qu'il y a pas de réseau cellulaire, je dirais, sur au moins 75% du tracé. Donc ça, juste le fait qu'il n'y ait pas de moyen de communication possible, ça rend vraiment, ça rend la traversée, il y a une autre difficulté qui s'ajoute à tout ça, tu sais. Mais, donc j'ai oublié ta question. C'est qu'est-ce qu'on parlait de... Je voulais savoir, en fait, sur le 2400 km, là, le pourcentage qu'il y avait là, en chemin pavé, en trail, puis en chemin forestier, là, c'est-tu un tiers, un tiers, un tiers, ou... Donc, c'est sûr que les calculs que j'ai faits, c'est sommairement approximatif, hein, c'est pas au pourcentage près. Je dirais que c'est 60% de routes de gravel utilisables par n'importe quelle voiture, là, des routes de gravel assez classiques de rang ou rien d'extrême. Donc, 60% de ces routes-là. Après ça, je dirais qu'il y a un 20% de routes qui sont des routes pour les 4 roues. Des routes où que les véhicules ne peuvent pas passer. Ou sinon des routes pour les motoneiges aussi. Donc, des sentiers quand même, peut-être qui font 2 mètres, 2-3 mètres de large. Ensuite, je dirais que 15% de routes pavées.
Donc, à certains endroits, c'est ça, je pense justement au parc des Laurentides, il y a presque une dizaine de kilomètres qui est roulé sur la route du parc des Laurentides parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Puis de toute façon, il faut un certain point, ça prend des points de ravitaillement. Donc, puis, pour terminer, je dirais 5% de pistes cyclables et 5% de single track. Donc, c'est vraiment ces deux... Puis, tu sais, les pistes cyclables, souvent, ça va être dans les villes, par exemple, qu'il y a une piste vraiment indépendante de la route principale. Par exemple, je pense à Ville-Saguenay, là, pendant un bon moment, on va être sur la piste cyclable qui est à côté du trottoir, là, dans le fond. Qu'on s'imagine qu'avec une variété de surfaces comme ça, là, ça prend un vélo vraiment particulier. On va y revenir un petit peu plus loin là, sur l'aspect matériel de ce genre de périple-là. J'aimerais ça te demander dans un premier temps, là, est-ce que je pense que tu as fait une partie de ce voyage-là accompagné d'une personne ou plus, puis tu as fait une partie de ce voyage-là seul aussi. Comment ça fonctionne la dynamique en groupe là, quand on fait un voyage comme ça? Et puis, qu'est-ce que ça change ou qu'est-ce que ça complique quand on est rendu tout seul aussi, en termes de matériel aussi, j'imagine, à un moment donné, parce que quand tu es en groupe, tu peux partager certaines affaires, les trucs de cuisine ou des accessoires de camping, mais quand tu es tout seul, ben, tu as probablement plus de poids à traîner, ou en tout cas, comment ça fonctionne, ces situations-là? Ouais, ben d'abord, moi, sur les 35 jours de mon voyage, j'ai fait 7 jours, une semaine avec justement Étienne Théroux, le fondateur du Québec Bikepacking Traverse. Donc lui, ça faisait déjà quelques temps qu'il avait le projet, il s'en allait là pendant cette semaine-là. Puis moi, ça l'a vraiment donné, dans le fond, au hasard que mes dates concordaient, tu sais. Donc j'ai roulé avec Étienne de Mont-Tremblant à Rivière-à-Pierre. Donc, c'est ça a pris environ 7 jours. C'était quand même au début de mon voyage. Hein. Moi, j'avais peut-être fait trois jours ou 4 avant de rouler avec lui pendant 7 jours. Donc, tu sais, au début, c'est la fébrilité. Les premiers jours, j'étais très contente. Puis, de toutes mes expériences de bikepacking, très, très souvent, je voyage seule. Donc, pour moi, c'est pas nécessairement difficile. Je suis habituée, puis ça va bien, tu sais. Donc là, après ça, j'ai fait une semaine avec Étienne, qui lui aussi, il faut dire, avait une expertise. Hein. C'est lui qui a tout créé l'itinéraire. Donc, c'était vraiment intéressant de commencer ça avec lui. Puis, tu sais, j'ai pu en apprendre plus sur le processus. Puis, c'est ça, surtout le processus de création. Puis, qu'est-ce qu'il rêvait de faire avec ce projet-là. Puis après ça, quand je suis retombée tout seul, ça a été géographiquement là je dirais une semaine le plus difficile, une semaine 10 jours très très difficile au niveau du parcours. Donc c'est sûr qu'après ça, j'ai eu une certaine déprime là de devoir le quitter puis de continuer seule. Ça a été difficile. Mais après ça, j'ai rencontré d'autres gens, pas des gens avec qui j'ai roulé, des gens au hasard. Puis ces gens-là m'ont redonné un peu l'espoir pour bien terminer la dernière portion du voyage. Mais c'est sûr que, tu sais, dans ce contexte-ci, voyager seul, ça peut être difficile pour certains parce que on n'a pas beaucoup d'occasions de sociabiliser. Souvent, si, par exemple, je m'en vais, je sais pas, en Floride à vélo, en cyclotourisme, je vais toujours rencontrer des gens en voiture, à pied, à l'épicerie. Il y a toujours du monde, puis c'est le fun de partager sa passion avec les gens. Mais dans le bois, là, si on est seul, on est vraiment seul. Les contacts sont vraiment plus limités. Donc, ça peut être difficile pour ça. Puis, par rapport au matériel, là, tu disais que quand on est deux, on transporte moins de choses, mais dans le fond, moi, ça n'a rien changé parce que je partais seule, puis je savais que j'allais finir seule. Donc, malheureusement, j'ai pas pu profiter. C'est ça. Tu pouvais pas profiter d'avoir un kit un petit peu plus léger. Parlons justement de matériel. Je veux t'entendre parler du vélo que tu avais. Quel type de vélo c'était, la grosseur des roues, la grosseur des pneus, ton setup là, de sacoche, matériel de camping, comment tu gérais la navigation, GPS, les cartes, tout ça, les outils, les pièces de rechange que tu traînes, ça pèse combien, le vélo, l'équipement, tout ça. J'aimerais ça t'entendre là-dessus, s'il te plaît. Parfait. Donc, parenthèse, pour ceux que ça intéresse, pour les gens qui sont visuels, vous pouvez aller sur mon Instagram, Marie-Pierre Savard. Il n'y a que des photos de mon vélo.
Donc, vous allez pouvoir voir de quoi je parle, puis le setup aussi, comment je place tout ça. Donc, moi, pour la traversée du Québec, j'avais un Salsa Vaya Tiagra 2017. Donc, c'est un vélo que j'avais pas mal roulé là, quand même dessus. Donc, je savais que qui était fiable. Puis, c'est un vélo qui est en acier. Donc, c'est ça. C'est rien de fancy, hein, vraiment. Là, c'est un vélo qui est assez de base pour le bikepacking. Puis, dans le fond, je me dis qu'avec tout ce que j'ai vécu, par chance que c'était pas un vélo plus haut de gamme, parce que peut-être certaines pièces n'auraient pas survécu, tu sais. Donc, sinon, pour mes roues, j'avais en fait des 700, puis les pneus, j'avais changé les pneus d'origine, j'avais mis des 50 mm. Les pneus, c'est des Donnelly Explore MSO. Et évidemment, je les avais montés sans chambre à air. Moi, depuis que je connais le Cubeless, je ne peux plus me passer de ça. J'en mets sur tous mes vélos. C'est comme ma grande révélation. Je n'ai jamais fait un flat. Peut-être j'ai fait 5000 km et plus. Puis, c'est ça. Pour moi, ça fonctionne vraiment bien. Donc, c'est ça par rapport à mon vélo, évidemment, frein à disque. Pour les pièces de rechange, moi, c'est sûr que je suis pas la personne, je ne suis pas une experte en mécanique, je ne suis pas une experte en nouvelles tendances de pièces de vélo, tout ça. Mes connaissances sont assez de base, mais je me suis rendu compte que c'est pas, par chance, j'ai jamais eu de problèmes très, très graves qui m'ont laissé en plein milieu de la forêt, t'sais. Donc, mon sac d'outils de pièces est très, très de base. Je dirais, évidemment, j'ai un outil multifonctionnel. J'avais tout pour installer une chambre à air là, et pour réparer un flat. D'un coup que je dois mettre une chambre à air. Mais sinon, le scellant, une seringue pour mettre le scellant dans le pneu. J'avais, je sais pas si je l'ai dit, deux pads de frein. Et comment ça s'appelle? Un dérailleur hanger. OK, ouais, une patte de dérailleur. Une patte de dérailleur, tout simplement, merci. Donc, ça se résume pas mal à ça, là, mon kit. Là. Ben, c'est sûr assez minimal. Là. Tu y vas avec le strict minimum, comme on dit, puis même pas de pneus de rechange. C'est chambre à air seulement. Exactement. Là, évidemment, j'avais aussi une cartouche CO2 pour gonfler là, si nécessaire. Mais très, très de base, tu sais. Parce qu'à un certain point, tu sais, je veux dire, le magasin de vélo le plus proche n'aura peut-être même pas ta pièce de vélo. Puis, tu sais, ça peut rapidement être compliqué. Fait que moi, je me suis dit, j'entraîne le moins possible, tu sais. Puis au niveau de la navigation, là, puis en forêt, là, tu te débrouillais comment avec t'as dit qu'il n'y avait pas trop de réseau cellulaire tantôt, GPS, des cartes, des choses comme ça? Oui, alors par rapport à la navigation, la première erreur que j'ai faite, c'est que, en fait, bon, évidemment, j'avais un GPS, un Garmin 520, qui a vraiment pas fait long feu, là, ça a été très, en tout cas, malheureusement, je peux pas vous conseiller ce GPS-là. Il ne m'est pas semblé très durable. Donc, j'avais ça. Puis, avec ce GPS-là, il y a la possibilité de contacter des contacts d'urgence quand on a un problème. Dans le fond, ça communique avec notre téléphone, avec notre application. Puis, ça peut envoyer un message d'urgence à un de mes contacts avec la position. Donc, moi, malheureusement, je m'étais pas renseignée avant. Je me disais, bon, ben c'est parfait. Tu sais, mon GPS fonctionne quand il n'y a pas de réseau. Donc, ça va fonctionner aussi quand il n'y a pas de réseau, tu sais. Mais c'était pas le cas. Donc, par rapport à la sécurité, là, j'avais aucun backup, j'avais pas de spot, de balise spot ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est une erreur que je referai pas un prochain voyage, là. Tu sais, surtout les segments où est-ce qu'on sait qu'on est plusieurs jours sans village.
Mais sinon, pour en revenir à la question, là, comment je naviguais, ben j'avais mon GPS avec toutes, évidemment, les cartes, mais les parcours que j'avais téléchargés, les parcours GPX que j'avais téléchargés sur le site du Québec Bikepacking Traverse. Donc, juste d'avoir un parcours qu'on peut suivre au lieu de s'en aller un peu n'importe comment, juste ça, pour moi, c'est vraiment rassurant. Puis, tu suis ton GPS, puis c'est sûr que c'est pas 100% parfait. Des fois, il n'y a pas de chemin, mais pour moi, ça, c'est rassurant, puis j'aime ça, suivre des trajets dans mes préférences. Donc, par contre, j'avais aussi sur mon téléphone plusieurs applications qui me permettaient de lire des cartes différentes. Par exemple, j'ai utilisé Avenza pour pouvoir lire toutes les cartes des parcs nationaux, des ZEC, puis des réserves fauniques. Donc ça, évidemment, j'avais au préalablement téléchargé toutes les cartes sur des endroits où j'allais passer, justement, comme je le disais, ZEC, réserve faunique. Pour pouvoir les consulter sans réseau, c'est ça? Exact, pour les consulter sans réseau. Puis donc, avec Avenza, ben, je pouvais les consulter facilement et je savais j'étais où sur la carte. Donc, ça peut être très, très pratique. Ben, ça m'a été très, très pratique. Puis sinon, évidemment, j'avais téléchargé les cartes de Google Maps, les cartes détaillées de Google Maps pour les consulter hors ligne. Puis, j'ai travaillé aussi avec Ride with GPS parce que l'objectif de mon projet aussi, c'était de documenter les segments. Tu sais, par exemple, à partir du kilomètre 3 au kilomètre 7, c'est tel type de route. Après ça, tel type de route. Et puis, à ce point-ci, ça fonctionne pas, le pont est brisé, il faut faire un détour. Donc, j'ai pu rentrer toutes ces données-là avec Ride with GPS. Puis, aussi très intéressant. Oui. Ben ouais. Ben, c'est ça, juste pour terminer là-dessus. Tu sais, des fois, justement, comme je suivais un itinéraire prototype, à plusieurs occasions, malheureusement, ça ne fonctionnait pas, il n'y avait pas de chemin ou, comme je l'ai dit, le pont était brisé. Donc, d'aller consulter autant Avenza que Google Maps, que mon GPS, ça donne pas toujours le même résultat. Tu sais, Google Maps va dire non, là, il n'y a pas de route, alors que l'autre application montre une route. Donc, c'est important de pas juste se fier à une application pour consulter les cartes. Je suggère aux gens d'avoir justement quelques backups parce que les résultats peuvent être différents. Je comprends. Puis ce matériel-là, tu gardes ça chargé de quelle façon? Étais-tu capable de trouver des accueils de ZEC, des places où tu pouvais charger tes trucs, ou tu avais des batteries de spare? J'avais seulement une batterie de spare, puis faut dire, moi, que mon téléphone consomme vraiment pas beaucoup. C'est un vieux téléphone de quelques années déjà. Ça consomme presque pas la batterie. Mais j'avais quand même une batterie externe qui pouvait tu sais, ce que j'avais à recharger, dans le fond, c'était mon téléphone cellulaire, mon GPS et mes batteries pour ma caméra photo. Donc, c'était les 3 seules choses énergivores là, dans mes bagages. Puis, une batterie externe complètement chargée pouvait facilement me durer là, deux jours. Là. Donc, j'ai jamais eu de problème. À tous les 2 jours, je trouve un endroit. Puis, il faut dire aussi que moi, quand je suis seule, j'aime beaucoup aller dans des campings enregistrés. C'est une forme de sécurité. Puis, j'aime prendre ma douche, j'aime faire un feu en toute légalité, puis j'aime brancher justement mes électroniques dans une place pour la nuit. Fait que, tu sais, aux 2 jours ou aux 3 jours, je trouvais toujours un camping quelque part, il n'y avait pas de problème. À tout ça, il faut ajouter, évidemment, ton matériel de camping, de la nourriture pour passer la journée, puis des fois, comme tu dis, 2-3 jours avant de retomber sur une épicerie ou un dépanneur ou un endroit pour t'approvisionner. Le vélo, les outils, tout l'équipement, ça pesait combien ton setup de vélo, sais-tu? Honnêtement, je le sais pas. J'ai jamais pesé mes vélos, mes kits, parce que moi, je fais vraiment avec ce que j'ai, dans le sens que, tu sais, surtout sur mon vélo, je peux pas mettre plus de sacs. Je suis très limitée, tu sais, dans le nombre de sacs que je peux avoir. Donc, c'est plus le volume. Je sais que c'est pas nécessairement la bonne façon de voir ça, mais moi, j'ai 1, 2, 3, 4,
5, 6 sacs au total et ça doit rentrer là-dedans, peu importe le poids de mon outil multifonction, tu sais. Donc, je sais pas, mais j'ai voyagé très minimalistement, là, si je peux dire. Tu sais, j'avais pas trois t-shirts, puis c'était très, très de base. Mais par contre, c'est sûr que à chaque fois que, tu sais, quand j'ai à me rééquiper pour une tente ou un sleeping bag, je vais toujours y aller, je vais essayer d'y aller le plus léger possible, évidemment, mais c'est tellement, tu sais, je regarde des gens là, qui sont en voyage, ils traversent, tu sais, je sais pas, la Mongolie en bikepacking, puis ils ont juste 2 sacs. Moi, je suis comme, wow, c'est incroyable, tu sais, mais c'est parce qu'ils ont eu accès à de l'équipement, à la fine pointe de la technologie, tu sais. Puis ça fait vraiment la différence dans un En setup. termes Plus... d'espace, puis en termes de poids total aussi. On imagine que de toute façon, c'est un vélo là, qui est quand même assez pesant à traîner. Tu as parlé de 35 jours pour faire 2400 km. Typiquement, c'était quoi là, une journée pour toi? C'était combien d'heures de vélo en distance ou en temps? Puis ça ressemblait à quoi là, le moment où tu décidais, ben ok, t'arrêtais en milieu d'après-midi de trouver une place pour te baigner un peu ou comme tu disais, un camping, refaire le plein de victuailles, tout ça? Ben, c'est ça. Moi, comment j'ai fonctionné là, pour planifier un peu mes journées? Parce que justement, comme je disais tout à l'heure, j'aime suivre un itinéraire, mais j'aime aussi un peu planifier, entre guillemets, en avance. Ça me donne une motivation parce que je sais ce qui s'en vient. Puis, évidemment, on reste toujours flexible. Il peut arriver n'importe quoi. Puis, c'est ça la beauté du vélo d'aventure. Les plans peuvent changer à tout moment. Mais donc, moi, j'ai bâti mon itinéraire en fonction surtout des campings et des services. J'essayais toujours, comme je le dis, d'aller dans un camping enregistré. Donc, je savais que cette journée-là, peut-être j'allais faire 50, le lendemain 150. Ça pouvait être très, très variable. Mais je dirais qu'en moyenne, c'était des journées de 75 kilomètres. Euh, J'avais calculé aussi à la fin dans les statistiques, c'était, ça revenait à peu près à 1000 mètres d'ascension, 1000 mètres de dénivelé positif là, par jour moyen de 75 kilomètres. Donc, c'est quand même, au total, là, ça monte, tu sais, c'est ça. 75 kilomètres, ça peut paraître peu pour certaines personnes, mais avec tout le bagage, la condition des routes et le dénivelé, on va pas... On comprend que t'as fait beaucoup de sport là, pendant tes 35 jours. Le plus long segment là, qui se passe là, sur la traversée, sans ravito, où tu es en complète autonomie, disons, là, ça ressemble à quoi? C'est une couple de jours ou c'est plus? C'est ça, je suis retournée là, dans mes cartes là, en prévision de notre entrevue pour justement regarder ça. Puis, la plus grosse distance là, en moyenne que j'ai faite, c'était à peu près 250 kilomètres. C'était entre Saguenay puis Forestville. Euh, Évidemment, au travers de ça, là, il y a les Monts Valin, là, on passe par l'entrée des Monts Valin, donc là, on pourrait dire qu'il y a un point de service, là, mais il n'y a pas vraiment d'épicerie ou quoi que ce soit, là, fait que ça compte pas vraiment, puis c'est ça. Donc ça a été la plus longue période, puis encore là, j'ai eu plusieurs problèmes, j'ai dû faire des détours. Donc, 250 kilomètres, ça peut être 4 jours là, en moyenne, tu sais. Donc ça, c'est vraiment la plus longue distance. Puis en ce moment, je pense qu'ils sont en train de réviser parce que le chemin qui est proposé sur le site Internet euh, dans, sur la côte nord, c'est pas confirmé encore, donc ça va changer là, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Mais en moyenne, je dirais que je faisais une journée ou 2 jours sans croiser de village. Mais j'avais toujours un petit peu plus de nourriture, évidemment, là. Puis pour l'eau potable, tu fonctionnais comment? Parce qu'on sait qu'à vélo, là, surtout rouler 75 km par jour en plein été avec un vélo chargé comme ça, on a soif. Tu trouvais de l'eau dans des lacs, des rivières, tu filtrais ça? Oui, c'est ça. J'avais d'abord deux bouteilles de 1 litre. Donc, ma capacité, moi, c'était seulement 2 litres d'eau.
plus peut-être un 500 millilitres là, que j'utilisais pas vraiment. Donc, c'était toujours 2 litres à la fois, si je peux dire. Puis jamais j'ai eu de problème de me ravitailler. J'avais une paille Sire, c'est une paille filtre. Puis, je m'approvisionnais dans les rivières principalement. Évidemment, les rivières à plus haut débit, là. À quelques reprises, j'ai pris de l'eau dans des lacs ou dans des endroits un petit peu plus louches. Et dans ce temps-là, ben, j'avais des pastilles en plus, là, des pastilles de chlore. Quand je voulais vraiment être certaine, j'ajoutais ça. Puis sinon, là, vraiment, j'ai eu aucun problème, là. J'ai pas été malade à cause de l'eau. Puis j'ai surtout pas eu de problème à en trouver. C'est vraiment pas un souci que vous devez avoir là, de manquer d'eau, qu'il n'y ait pas de point d'eau là, à proximité. Là, il y en a quand même énormément. Là. C'est une des beautés du Québec. Oui, effectivement. Tu nous as dit tantôt que tu privilégiais les campings organisés, les campings officiels quand tu pouvais. Sur la traversée totale, là, le 35 jours que tu as fait, ça s'est séparé comment à peu près le mix entre camping sauvage, camping organisé, puis des motels ou des endroits, là, des refuges ou des trucs comme ça? Euh, je dirais les motels, par exemple, j'en ai fait, je pense, 3. Euh, Principalement à cause qui annonçait de la mauvaise température. Puis là, je sais qu'à un certain moment, là, il annonçait une tornade dans le Bas-Saint-Laurent. C'était la folie. Donc, c'est ça. Dans ces moments-là, j'ai pris des motels, donc 3 fois. Puis, aussi, il faut dire que quand j'étais avec Étienne, pour moi, j'ai pas de problème à dormir justement en camping sauvage quand j'étais avec d'autres mondes. Ça me va. Donc, avec lui, on a été presque tout le temps en camping sauvage. Puis, je dirais que par moi-même, hum, parce que souvent, ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait même du camping sauvage dans des... Bon, faudrait pas que je dise ça, je sais pas à quel point notre entretien sera diffusé, mais il m'est arrivé de faire du camping sauvage dans les EC, pas dans les EC, dans les réserves fauniques. Il y a une fois que ça a mal allé, malheureusement, je me suis fait prendre et ça a joué dur. Mais non, je rigole, là, mais en tout cas, ils rigolent pas avec ça, là, les agents de la faune. Donc, je conseille à personne de faire du camping sauvage dans ces endroits-là. Par contre, dans les ZEC, ben ça, c'est fantastique. C'est que le camping sauvage, entre guillemets, est autorisé. Puis, il y a souvent plusieurs sections d'aménager pour le camping, mais t'arrives là, puis il n'y a absolument rien. Là. Il n'y a pas de bécasse, il n'y a rien du tout. Mais c'est des zones où est-ce que c'est correct. Donc, évidemment, quand je voyais ça, j'allais toujours mettre ma tente dans ces places-là. Fait que je dirais que, au total, j'ai peut-être fait 60% de camping enregistré, 40% de camping sauvage, tu sais, mais Sauvage, mais quand même autorisé, là. ben c'est ça, parce que sauvage, Ou presque sauvage, tout le là, je temps, pense disons. que c'est ça, j'en ai même pas fait, j'ai même pas osé aller. Je priorisais vraiment les EC, là, dans le fond, parce que c'est un endroit que tu te feras pas. C'est pas comme la réserve faunique qui vont te mettre un ticket, par exemple, ou quoi que ce soit, là, tu sais. OK. Ouais, OK, ça, c'est à éviter dans ce cas-là. Dans tout ton parcours, dans ce voyage-là, s'il y a un moment ou un endroit là, qui ressort, ça serait lequel? Ah, ben ça serait, ouais, j'ai plusieurs moments là, c'est un peu, OK, on t'en donne trois d'abord. je pense que le meilleur moment c'est le moment où j'étais le plus en bas de la vague, là, où est-ce que mon moral était vraiment le plus bas. J'étais sur la côte nord, je venais de quitter les monts Valin, puis je me guidais justement par l'itinéraire qui était proposé, puis en regardant, je n'étais pas certaine, là, il y avait quelque chose qui clochait, ça fonctionnait pas quand je regardais sur mes autres cartes, je comprenais pas pourquoi il y a un chemin qui passait là, parce que nulle part ailleurs, il y avait de chemin, tu sais. Puis là, c'était aussi dans la période où est-ce que c'était 4 jours sans dépanneur, sans rien, vraiment très, très creux là, dans les monts Valin, vers la côte nord. Puis là, je
À un moment, mon GPS me dit de tourner, je tourne, puis là, je vois, c'est comme une route, genre, avec des gros cailloux, ça monte comme ça. C'est large pour c'est vraiment pas large, tu sais, je suis comme, voyons donc. J'étais vraiment déprimée, puis c'était l'accumulation des derniers jours, là, fait que, puis là, j'étais comme, aïe, aïe, tu sais, qu'est-ce que je fais? Je m'aventure-tu là, ou je fais juste rebrousser chemin, puis je trouve un autre plan. Puis à ce moment-là, alors qu'on est au milieu de la forêt, j'avais peut-être vu un camion ou un 4 roues dans la journée. Il y a un pick-up qui tourne, puis qui s'en vient prendre ce petit chemin-là que je savais même pas qu'il était accessible en pick-up. Puis là, le conducteur baisse sa fenêtre. C'était une famille, il était 4. Qu'est-ce que tu fais? Voyons donc, tu t'en vas où? Puis là, la grosse panique, il ne comprenait pas qu'est-ce que je faisais là. Puis moi aussi, j'étais paniquée. Fait que là, je tiens à mentionner leur nom. C'est Cyril et Hélène Bouchard et leur petit-fils qui m'ont accueilli. Ils s'en allaient à leur chalet au milieu de nulle part. Puis ils m'ont invité à aller dormir là-bas, puis il y avait l'internet là, incroyable, puis que j'allais pouvoir me refaire des cartes parce que ça passait pas du tout par ce chemin-là, puis ça passe pas, puis j'avais 40 kilomètres à faire là-dessus, tu sais, il y avait vraiment un gros problème, ça fonctionnait pas. Puis là, j'arrive là-bas, puis il arrivait de la cueillette des framboises, puis là, elle a fait une tarte aux framboises. Puis là, il y avait Internet, puis c'était au milieu de... C'était vraiment un moment magique, puis j'ai senti vraiment que ces gens-là, par leur action, ils m'ont vraiment sauvé en quelque sorte, parce que ils m'ont redonné espoir, puis ça a vraiment, là, ça a été le début de la deuxième partie de mon voyage, donc ça a vraiment été extraordinaire, là, dans cet environnement. Cyril et Hélène, Ouais, c'est... le pick-up de la Providence. Hey! Puis c'est juste pour vous dire, pour se rendre à leur chalet, c'était 10 kilomètres qu'il fallait faire sur ce petit chemin-là. Puis ce 10 kilomètres-là, en pick-up, ça prenait 45 minutes. Donc, c'était vraiment extrême, tu sais. Mais puis c'est ça, après ça, ben, le lendemain, ils m'ont fait un lift jusqu'à un autre embranchement. Sans ça, j'aurais jamais survécu parce que maintenant, ça me faisait un détour de comme 300 kilomètres, tu sais. Donc, ils m'ont... c'est ça, ils m'ont vraiment aidé. Puis après ça, j'ai continué. Puis c'était la dernière partie du voyage, tout ce qui est à partir de... Quand on retraverse de l'autre côté, là, à Rimouski, cette partie-là, ben c'est vraiment là, un peu plus le luxe, si je peux dire. Là. C'est les paysages extraordinaires, mais aussi, il y a plus de villages et tout. Donc, ça a vraiment... ça a bien commencé la dernière partie de mon voyage. La beauté du voyage, c'est souvent ce type de rencontre-là qui s'avère inoubliable. L'envers de la médaille des voyages aussi, c'est des rencontres qui sont désagréables, des frayeurs, des pépins. Est-ce qu'il t'est arrivé des petits malheurs ou des choses sur la Québec Bikepacking Traverse? Je dirais que le plus gros problème que j'ai eu pendant cette aventure-là, c'était au jour zéro. Donc, je vous ai dit que j'ai fait de Gatineau à Percé, mais auparavant, je suis partie de Montréal en vélo pour me rendre à Gatineau. Mais je trouve que ça fait plus spectaculaire de dire Gatineau-Percé, tu sais. Fait que, bref, au jour zéro, je suis vers Montebello, quelque chose comme ça. J'arrive à Gatineau. Je sens que mon plateau avant commence à faire un certain bruit. Euh, Puis là, c'est ça, je continue un peu à rouler, puis je me rends pas trop compte, je suis dans mes pensées. Puis, par la suite, j'ai décidé de changer de vitesse, de passer de mon grand plateau à mon petit plateau avant. Puis, il s'est passé quelque chose, puis mon petit plateau mon 32, mon plateau de 32 à l'avant, euh, c'est dévissé. Les 5 bottes se sont dévissés. J'arrivais de faire une mise au point dans une boutique. Puis il m'avait dit qu'il avait dû démonter mon pédalier et mon plateau. Puis malheureusement, j'avais pas pris attention. J'avais pas remarqué que la personne, elle avait mal revissé les 5 bottes.
Donc, la veille de mon départ, mon plateau avant, mon petit plateau avant s'est tordu. Et ça a été vraiment très, très compliqué parce que ben, tout était fermé. C'était un dimanche. Puis, c'est une pièce que, tu sais, moi, j'ai un vélo salsa. Donc, c'est pas... Puis mon plateau, mais mon pédalier, c'est un FSA, je pense, si je me trompe pas, là, de la marque. Donc, c'est pas une marque qui est très, très standard. Donc, ça a été très, très compliqué. Mais finalement, j'ai trouvé à Gatineau un endroit qui ont patenté de quoi, puis ils m'ont finalement remis un 34. Donc, c'est sûr que ça faisait quand même une différence. Mais après 2 jours, j'ai pu, tu sais, ça m'a retardé de 2 jours dès le départ parce que c'est ça, là, en tout cas, c'était, il y avait pas c'était fermé le dimanche, fait qu'il fallait que j'attende le lendemain. Mais ça m'a beaucoup inquiété au départ. Je me disais, je serais pas capable. Tu sais, je suis habituée avec des vitesses plus faciles un peu. Puis, mais finalement, je me suis dit, c'est ça qui est ça. Puis, fait que ça a été vraiment le gros stress du départ parce que je voulais pas partir juste avec mon gros plateau non plus. Je tenais vraiment à ce qu'il y ait, que j'en aie 2 au moins, là. Fait que, mais sinon, là, tu sais, ça a très bien été. Tu sais, j'ai pas eu de blessures, à part les mouches, là. Vraiment, mois de juillet, là, c'est extrême, là. Tu sais, je viens de Mont-Laurier, donc j'ai l'habitude, mais j'ai vraiment vécu quelque chose, là. J'étais comme si j'avais la varicelle extrême, là. Donc, ça a été une autre genre de difficulté, mais ça m'a pas empêché, là, de pédaler quand même. Au contraire, tu sais, j'étais comme à chaque fois que j'arrête, je me fais boucher, je me fais bouffer, donc... Ça motive à faire des longues journées. J'allais te demander quel serait ton conseil le plus précieux à ceux qui souhaitent s'initier au vélo d'aventure. Je comprends que tu leur dirais de ne pas oublier leur huile à mouche. Je ne sais pas si tu as peut-être un autre conseil. Ben, honnêtement, là, je veux pas être négative, mais quand il y a tellement de moustiques, je ne suis pas sûre que l'huile à mouche, ça change quelque chose. Il faudrait Non, vraiment c'est ça. scientifiquement faire des, euh, des tests, là. Une personne qui en met, l'autre n'en met pas, puis on s'en va dans le bois. Mais des conseils, ce serait d'y aller peut-être ben, je sais pas, hein, on dirait que j'ai le goût de donner comme conseil, allez-y progressivement, commencez par une journée ou deux, mais si je me rappelle, moi, il y a 10 ans, je peux aller progressivement, puis j'ai appris de ça, donc je sais pas, peut-être si vous vous sentez insécure par rapport justement à la route ou au fait d'être seul, tu sais, commencez justement par des petits week-ends, puis, mais sinon, je dirais que c'est de toujours prévoir un petit peu plus, de toujours essayer de penser aux urgences. Comme moi, tu sais, mon regret, comme je vous l'ai dit, c'est de ne pas avoir eu de balise spot, mais ça, c'est très personnel à moi. Chacun est différent, mais non, ouais, excusez, là, en parlant, je sais c'est quoi mon conseil. Ce serait de sortir, explorer, peu importe si t'as pas le bon vélo, peu importe si tu te sens pas en forme, peu importe si tu mesures 6 pieds 5 ou 3 pieds 2, juste de sortir puis d'aller explorer en vélo avec sa tente, son réchaud, c'est juste, ça fait tellement du bien, tu sais, pas besoin d'aller loin non plus, là. Moi, je vais à Saint-Jérôme au parc puis je trippe, tu sais. Donc, C'est ça, l'histoire de ton récit est un peu extrême dans le sens où tu as fait 2400 km en 35 jours, mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette traversée-là du Québec, bikepacking, si les gens vont voir le site internet, ça peut se décomposer en plusieurs petits tronçons, puis qu'on pourrait faire à coup de 3-4 jours ou 2-3 jours, là, par-ci par-là. Donc, c'est pas besoin de se lancer dans la traversée complète, là, je pense, pour apprécier ça. S'il y avait une section que tu recommandais aux gens là, d'explorer, qui serait peut-être plus facile d'approche, ça serait laquelle? la section que je trouve qui est la plus facile, c'est la section entre attendez, là. C'est entre La Tuque et Rivière-à-Pierre. C'est assez facile dans l'ensemble. On est dans plusieurs aigues, dans des réserves fauniques. Puis c'est vraiment, les paysages sont très beaux. Ça fait très forêt typique québécoise, tu sais.
Puis, au début, c'est assez plat, donc ça va bien, tu sais, c'est le fun, on est en forme. C'est un ancien chemin de fer aussi pendant une bonne partie du trajet. Donc, un genre un petit peu comme un petit train du Nord, dans le sens que c'est très plat, hein, c'est des chemins de fer, ça s'en va pas comme ça. Donc, ça, c'est vraiment une partie que j'ai bien aimée. Puis aussi, ce qui est très bien avec le projet du Québec Bikepacking Traverse, c'est que Étienne a élaboré des connecteurs. Justement, c'est des petits segments qui vont partir soit de Montréal pour se rendre à Gatineau pour connecter au sentier. Mais sinon, ça va aussi de Montréal à Mont-Tremblant, de Québec, de Trois-Rivières, de Rivière-du-Loup. Il a vraiment élaboré plein de petits chemins pour se rendre sur le long, sur la grande traversée. Puis, juste de faire ces chemins-là, ben c'est super, puis c'est une aventure en soi, parce que dans le fond, c'est quand même souvent des chemins qui vont être un petit peu plus faciles aussi. Donc, Un petit peu plus urbain aussi, puisqu'ils partent des centres-villes, puis qui vont rejoindre le chemin dans l'arrière-pays. Donc, c'est des routes qui sont peut-être un petit peu plus urbaines, donc peut-être plus faciles d'approche. Tu nous as parlé d'Étienne tantôt, compagnon de route sur une semaine de ton périple, et l'initiateur du projet là, de répertorier cette route-là qui traverse le Québec. Est-ce qu'il y a d'autres gens que tu voudrais remercier par rapport à cette expédition-là, que ce soit des commanditaires, des parents, des amis, des gens qui t'ont hébergé? On a parlé de Cyril puis Hélène tantôt, ça c'est déjà fait, je pense, les remerciements, mais est-ce qu'il y en a d'autres? ben en fait, d'abord, j'aimerais remercier at large tous les gens que j'ai rencontrés sur la route qui ont été curieux envers qu'est-ce que je faisais. Tu sais, justement, juste de parler avec les autres quand on passe 2 jours dans le bois, une simple conversation, ça fait tellement du bien. Il y a des gens qui se sont arrêtés pour m'offrir de l'eau quand justement j'étais loin dans les chemins forestiers. Donc, c'est vraiment des petites attentions, tu sais, on s'arrêtait, veux-tu un lift, tu sais, c'est vraiment toutes les gens qui ont fait leur bonne action, je les remercie, mais je sais pas tous leurs noms, évidemment. Mais sinon, ben évidemment, depuis que j'ai fait cette traversée-là, ça m'a ouvert beaucoup de possibilités parce que j'ai pu démontrer tu sais, que j'étais quand même quelqu'un de motivé, puis quand j'avais un objectif, j'essayais de le réaliser au complet, peu importe les difficultés, tu sais. Mais donc, je remercie mes nouveaux ben pas mes nouveaux partenaires qui sont les Vélos Panorama, qui font des magnifiques vélos d'aventure, des fat bikes. C'est juste les vélos en tant que tels, ce sont des œuvres d'art de mon avis. J'ai très hâte de rouler leurs vélos l'été prochain. Puis Brava, les vêtements de vélo et de triathlon pour femmes, qui est mon nouveau partenaire aussi là, pour cette saison-là. Donc, je veux juste les saluer puis leur dire que je suis bien contente d'être associée à eux. Puis tu vas représenter ces commanditaires-là sur quel genre d'aventure l'été prochain, Marie-Pierre Savard? Ah, ben là, ça, c'est la question qui tue. C'est pour moi, cet été, ça sera pas évident. D'abord et avant tout parce que je me suis dit qu'en 2021, j'allais pas quitter le Canada, ça c'est certain. Donc, les aventures seront canadiennes. Mais la deuxième chose, c'est que j'ai commencé un nouvel emploi en janvier dernier. Et donc, mes vacances sont... J'en aurai pas de vacances pour cet été. Donc, je pourrais pas partir sur plusieurs semaines, malheureusement. Mais je vais faire des aventures de peut-être quelques jours jusqu'à une semaine, vraiment. Tu sais, je vais aller, comme j'ai pas beaucoup de temps, j'aimerais beaucoup explorer l'Ontario. Ils ont beaucoup de sentiers de bikepacking qui est assez élaboré. Hier, j'ai appris qu'il y avait un nouveau collectif aussi dans la région de Sherbrooke. Le nom du collectif m'échappe, mais c'est vraiment des tripeux de bikepacking qui sont en train d'élaborer des routes, vraiment dans un esprit de collaboration. Donc, je pense qu'il va y avoir beaucoup de possibilités cet été pour moi d'aller là. Puis aussi, c'est sûr que j'aimerais ça faire quelques longues distances, comme des ultras ou des courses vraiment où c'est surtout le dépassement. Ben, le bikepacking sauvage aussi, c'est le dépassement, là, mais un autre genre de défi. Donc, au travers de ça, quelques longues distances là, de peut-être 200 km, 300 km par jour.
Très intéressant, Marie-Pierre Savard, de t'entendre parler de ce périple-là sur la Québec Bikepacking Traverse. Merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode de Radio Bidon. Ben, ça me fait plaisir, puis au plaisir de se voir dans le bois. Merci beaucoup.